Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la rencontre. Avec nous ce soir, il y aura le docteur Mohamed Saïd Ben Azzouz, spécialiste en questions géostratégiques. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, nous sommes dans le vif du sujet, à savoir le G7. C'est une première pour le président Abdelmajid Tebboune et généralement pour les présidents algériens. C'est la troisième fois qu'un président algérien participe aux travaux du G7. Il y a eu en 2000 l'invitation par le Japon du président Abdelaziz Bouteflika en tant que représentant de l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, puis en 2008 en son nom, en tant que président algérien. Et cette fois-ci, c'est l'Italie qui invite le président algérien. C'est quoi ça? Oui, logiquement, le pays qui serait disons, le plus intéressé à avoir une participation de l'Algérie en termes de volume des échanges, ce serait la France. Mais si on revient comme la rétrospective que vous avez tracée, on constate que la France n'a jamais invité l'Algérie à ce genre de forum. Les Italiens le font. C'est une marque qui dénote, qui considère l'Algérie comme un partenaire stratégique et surtout fiable. C'est un sentiment assez partagé. Si nous revenons à l'histoire récente, nous voyons que l'Italie a toujours soutenu l'Algérie dans les moments les plus délicats, même durant les opérations de maintien de l'ordre, alors qu'au sein de l'Union européenne, il y avait un embargo non déclaré sur les armes pour l'Algérie. Les Italiens n'ont pas hésité à aider l'Algérie à passer cette crise. Oui, pour rappel, en 1992, l'Italie a aidé l'Algérie à travers l'achat par anticipation de 400 millions de dollars en équivalent gaz et produits énergétiques, notamment pétrole. Il y a eu aussi une ligne de crédit pratiquement ouverte pour l'Algérie, pour le commerce algérien. Et donc, c'est un partenariat assez ancré dans l'histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier, dès les années 80, on a construit un gazoduc qui va de Hassermel, en passant par le territoire tunisien, jusqu'en Italie. Ça, c'est un projet stratégique dans les années 80. Par la suite, on a construit un deuxième gazoduc qui va de Hassermel jusqu'en Italie en traversant la Méditerranée. Et depuis, l'Algérie alimente l'Italie à hauteur de 30 milliards de mètres cubes par an. Donc ça, c'est lourd de sens. Absolument, et surtout à l'époque où notre pays faisait face aux affres du terrorisme et que, comme je disais tout à l'heure, en Europe, on ne nous vendait même pas une cartouche de fusil de chasse. Les Italiens ont fourni des armes et du matériel pour le maintien de l'ordre à l'Algérie, sans tenir compte de cet, entre guillemets, embargo informel. Oui, surtout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle session du G7 avec la participation de plusieurs pays étrangers, notamment la présence du pape, du Kenya, de beaucoup de membres des BRICS, notamment le Brésil et l'Inde, qui sont membres des BRICS, qui assistent au G7. Officiellement, cette rencontre s'affiche dans l'objectif suivant. Je cite, afficher une ferme détermination à défendre l'ordre international fondé sur l'état de droit et renforcer
les relations du G7 avec les pays en développement. C'est la problématique générale de cette rencontre. Comme vous le savez, le G7 a été créé en 1975 à l'initiative du président français Valéry Giscard d'Estaing, et que c'était uniquement 6 pays auxquels on a ajouté le Canada et un représentant de l'Union européenne. On a vu que la Russie a également participé à ce forum. C'est pour ça qu'on l'appelait le G8. Voilà, est devenue le G8. Elle était exclue en 2014 suite à la récupération de la Crimée. Donc la problématique générale est comme ça. Le contexte international, il faut dire que l'UE, aux yeux des pays du Sud, est en perte de crédibilité, qu'il y a des changements dans le système international avec l'avènement des BRICS, l'invasion de l'Ukraine. Des choses qui se passent en Palestine. Exactement. Des choses sont en train de changer. Il y a de nouvelles dynamiques. En Afrique, on a constaté le rejet de la France en tant que, disons, partenaire, surtout partenaire sécuritaire. Récemment, les Américains. Donc, il y a beaucoup de dynamiques qui sont en train de s'opérer un peu partout dans le monde. Et l'UE tient à préserver, comme ils disent, l'ordre international. C'est la vision classique du système international, basée sur le système de polarité, où la polarité dominante, bien sûr, revient aux États-Unis. Oui, mais le monde est divisé maintenant entre ceux qui maintiennent l'option classique, c'est-à-dire l'unipolarité, et d'autres qui rejettent cette polarité et parlent de dépolarisation, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de gendarmes dans ce monde. Alors que la minorité est en train d'observer sans rien faire. Les Européens ne perçoivent pas exactement la question de la sorte. Pour eux, ce n'est pas des dynamiques qui sont en train de s'opérer, mais un ensemble d'aléas conjoncturels. C'est des incidents conjoncturels qui vont finir par passer. On va revenir à l'organisation classique du monde. Alors qu'en réalité, oui, vous avez raison, on assiste à une sorte d'apolarité. C'est-à-dire que l'État, en tant qu'acteur acteur principal du système international, va s'affirmer encore plus, et ça va être les intérêts de l'État lui-même qui vont primer sur les intérêts de l'Alliance. Ouais. Sur ce plan, on peut citer plusieurs pays. On peut citer par exemple la Turquie. Si on trace une ligne droite entre ce que nous appelons, nous, l'Occident collectif, et ce qu'ils appellent, eux, le Sud global, la Turquie est située quelque part au milieu. Même si c'est un membre de l'OTAN, même s'il a des relations privilégiées avec certains pays européens, surtout l'Allemagne, des relations privilégiées avec les USA, où ils maintiennent un arsenal américain important. Mais on a vu dernièrement ces positions, par exemple par rapport à la crise de Gaza, c'était des positions sincères et qui vont à l'encontre de la position américaine, sur laquelle il y a unanimité européenne qui est alignée carrément sur la position américaine. Donc, même la Turquie regarde ses propres intérêts. Même par rapport à la guerre en Ukraine aussi. Elle n'a pas suivi, la Turquie n'a pas suivi l'ensemble de l'OTAN. Oui, absolument. La Russie, c'est un grand partenaire
c'est pour la Turquie, et elles ont choisi une certaine équidistance des deux problèmes. D'ailleurs, c'est le choix qui a été fait par l'Algérie. Et pas uniquement la Turquie, on peut regarder par exemple du côté de l'Inde. L'Inde fait partie des pays qui sont invités. Pourquoi? Parce que l'Inde se porte très bien économiquement actuellement et que l'Occident voudrait l'avoir de son côté. Parce que par sa position au sein des BRICS, même si elle a des différends territoriaux avec la Chine, le Pakistan, ça n'empêche pas d'avoir de très bonnes relations avec la Chine. Ça ne l'a pas empêché aussi d'avoir une position médiane par rapport à la crise en Ukraine. Donc, vous voyez, je préfère parler beaucoup plus d'apolarité, ou comme vous dites, il peut exister des pays qui ont la prétention de constituer un pôle, mais ce ne sera pas une sorte d'unanimité comme on l'a vu par le passé. Parce que à la chute du mur de Berlin, je préfère utiliser le terme chute du mur de Berlin plutôt que la fin de la guerre froide, parce qu'on a vu que la guerre froide, après, elle a continué par d'autres moyens. Le ciblage de la Syrie, qui en fin de compte le port de Méditerranée russe, on a vu les révolutions colorées, etc. Donc, depuis la chute du mur de Berlin, les Européens, les Occidentaux en général, ont changé de ton envers les pays du Sud. C'est les politiques de conditionnalité. Voilà, on va vous permettre de faire ça, mais il faut faire ceci et cela. Donc, c'est clair, c'était un ensemble de contrats d'adhésion qu'on offrait aux pays du Sud, à vous de suivre ou de subir après des problèmes d'ingérence, comme en Algérie, sont très nombreux, ce qu'on a subi pendant cette période-là. Donc, actuellement, ce qui se passe, c'est justement cette condescendance politique qui est issue par un conglomérat de politiques de conditionnalité qui est en train de s'estomper. Et les Européens sont au moins conscients de ça. Donc c'est ce qui fait qu'ils sont, disons, plus ouverts à l'écoute du pays du Sud, mais qu'on ne se trompe pas. Leur référentiel et leur agenda restent le même. Pour eux, c'est des aléas passagers qu'il faut gérer et que tout va, dans un avenir proche, peut-être 2 ans, peut-être 5 ans, on va revenir à la normale et on va revenir à la charge par des politiques comme ça, de conditionnalité. On va revenir à... Donc pour les Occidentaux, ce n'est qu'un passage à vide et tout va revenir comme auparavant. Exactement. Ils ne sont pas conscients qu'il y a de réelles dynamiques, comme vous l'avez remarqué déjà au Sahel. Pas forcément les pays qui sont, disons, les autorités qui sont arrivées par coup d'État. On a vu que le Sénégal aussi est en train de réviser un petit peu sa politique à l'égard des privilèges qui étaient accordés à la France. Accordés à la France. Mais c'est une véritable dynamique parce qu'il y a des actions qui sont, disons, systémiques qui sont en train de se faire. C'est-à-dire que, par exemple, on dénonce les accords de non-double imposition un peu partout au Sahel. Et c'est sûr qu'ils ne sont pas vraiment dans l'intérêt du pays du Sahel, mais beaucoup plus dans l'intérêt des entreprises françaises qui sont implantées en Afrique. Donc, c'est une... si vous voulez, un peu la sociologie politique des dirigeants africains a changé. Il est devenu beaucoup plus pragmatique.
beaucoup plus à l'écoute des peuples et des besoins vitaux de leur pays qu'auparavant. Auparavant, on assistait à des dirigeants qui étaient le plus souvent mis là et en général ne s'intéressaient pas à ces questions, à ces détails qui font toute la différence. Je passe sur les cas d'exploitation minière que vous connaissez très bien, qu'on voit que ce qui revient aux pays africains est franchement dérisoire par rapport à ce qu'engrange les sociétés particulièrement européennes. Pour revenir au G7, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la visite rendue par M. Macron à M. Abdelmadjid Tebboune? On constate d'abord que c'est apparemment à la demande du président Macron, parce que c'est lui qui s'est rendu à la résidence du président Tebboune, contrairement à ce qui commence à circuler dans disons, au sein des médias de nos voisins, qui indique aussi que le président Macron se trouve dans une situation qu'il est assez affaibli suite aux élections européennes, qui indiquerait aussi que le président Tebboune de l'Algérie s'inquiète de la montée de l'extrême droite. Donc, au contraire, on a observé par les images une ambiance très amicale. Et très détendue aussi. Très détendue, très amicale. Donc, ce ne serait pas intéressant de rentrer dans ce genre de spéculation. De toute façon, pour les Marocains, c'est un sport national. Spéculer sur les questions qui lient l'Algérie à la France, c'est un sport national chez eux. Voilà, absolument. Et bon, je ne crois pas qu'il y ait réellement une inquiétude face à la montée de l'extrême droite en France. C'est pas sûr qu'au niveau déjà des relations État à État, je pense qu'au contraire, ça va aller beaucoup mieux. Bon, comme vous dites aussi, au niveau de la communauté, bon, ça peut être un peu différent. Et disons que il y a un principe. On n'a pas encore vu un gouvernement d'extrême droite qui a pris le pouvoir en France. Donc, à ce stade, on ne peut pas juger, parce que c'est différent quand il s'agit d'un mouvement qui est en opposition. Une fois qu'il prend les commandes, ça va être tout à fait différent, parce qu'il y aura d'autres données, il y aura d'autres priorités, et la politique ne va pas être vraiment sensiblement différente par rapport à, conformément, bien sûr, conformément aux intérêts de la France, ça ne va pas être sensiblement différente des gouvernements que nous avons l'habitude d'observer. Est-ce que vous pensez que la rencontre du président français avec son homologue algérien va changer quelque chose à cette ton, par rapport à ce qui se passe en interne? En interne. En France, en France. Oui, bien sûr. On a constaté déjà depuis, disons, une quinzaine d'années que pratiquement tous les candidats à la présidence française se rendaient en Algérie. C'est une façon. Y compris Macron. Y compris le président Macron. Donc, bon. Mais malheureusement, on a vu que les promesses ou les allusions à des promesses concrètes n'étaient jamais reprises une fois qu'ils étaient en poste. Mais le fait est que le vote de la communauté algérienne et de tout ce qui se rapproche de la communauté algérienne est important. Surtout qu'actuellement,
en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale française, il semble que le président Macron est en train de compter sur les abstentionnistes. C'est à peu près la moitié de l'électorat français qui n'a pas participé aux élections européennes. Il compte surtout sur ces gens-là. Il compte aussi même sur les socialistes pour faire une sorte de barrage, disons, au Front National. Bon, on ne sait pas, ça va se passer très vite, c'est fin juin et début juillet, premier et deuxième tour. On verra quelle politique est juste. On verra les résultats de ce que ça va donner. Donc le président algérien participe aux travaux du G7 et il a profité pour rencontrer aussi le président mauritanien. Avec la Mauritanie, il y a plus de rapprochement ces derniers temps. On l'a vu avec l'ouverture du passage frontalier. Maintenant, une deuxième rencontre. Qu'est-ce qui pourrait devenir intéressant dans les relations algéro-mauritaniennes? D'abord, le fait que le président mauritanien soit invité, il est invité au nom de l'UA. On a vu que la première ministre italienne, sitôt élue, a émis un projet qu'elle a nommé Mattei pour l'Afrique, du nom de Mattei. Donc, c'est un projet de 5 milliards 500 millions d'euros qui est destiné à développement de certaines infrastructures énergétiques en Afrique et aussi éducatives et aussi du secteur de la santé. En effet, l'Italie actuellement, l'exécutif italien estime qu'on ne peut pas lutter contre l'immigration clandestine sans s'attaquer aux raisons qui poussent les gens de quitter leur maison pour immigrer en Europe. Il y a d'abord ça. Il s'est passé que l'Union africaine a dit ne pas avoir été consultée vraiment pour ce projet. Donc pour cette session du G7, la Mauritanie a été invitée, mais en tant que représentant de l'Union africaine. Pour ce qui est de la Mauritanie, oui, absolument. Nous avons tout le temps plaidé sur ce plateau pour une approche bilatérale des relations de l'Algérie avec les pays du Sahel. Et je vois qu'avec la Mauritanie, ça donne beaucoup de résultats et c'est prometteur de travailler bilatéralement avec les pays du Sahel. Il y a des échanges qui sont en train de se développer. Et c'est tout à l'avantage des deux pays. Alors, pour revenir aux relations des pays européens, on constate que durant les 30 dernières années, il y avait un déséquilibre. Depuis septembre 2001, après les attentats de New York, les États-Unis dépensent annuellement 5 milliards de dollars pour maintenir l'ordre en Afrique à travers l'Africom. La France continue de piller les richesses de l'Afrique et un troisième acteur qui est rentré sur le continent avec un budget d'investissement annuel autour de 20 milliards de dollars. Et puis, en parallèle, on a un sommet Chine-Afrique, un sommet Turquie-Afrique, un sommet Japon-Afrique. Et cette France-Afrique qui commence à disparaître, quelles conséquences y aura-t-il sur la France? En réalité, par exemple, uniquement au Sahel, il y a exactement 22 ou 23 stratégies différentes, recensées par l'ONU. C'est-à-dire, vous avez stratégie américaine, onusienne,
vous avez l'UE en tant que groupe, des pays de l'Union européenne à titre individuel, etc. Donc là, justement, actuellement, les Européens s'imaginent qu'il s'agit d'une situation conjoncturelle. Ils ne saisissent pas encore que c'est une véritable dynamique qui est en train de s'engager dans l'esprit des nouveaux dirigeants africains, que les affaires ne vont plus se passer comme Avec la même acuité. Comme à l'accoutumée, quoi. Donc, d'abord, certains médias ont commencé à dire que oui, d'accord, ces gens-là, ils sont soutenus uniquement par la population qui est au niveau des capitales. Puis on s'est aperçu que c'était juste de la propagande, que les gens qui ont pris le pouvoir... C'était un véritable sentiment national de rejet. Voilà, c'est vrai, un véritable sentiment national de rejet. On dit que c'est un sentiment anti-français. Non, ce n'est pas un sentiment anti-français en soi. C'est une rébellion contre une certaine politique de condescendance. C'est dire aux États africains ce qu'il faut faire. Donc, il y a actuellement des dirigeants qui ne supportent pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire, tout simplement. C'est clair, c'est clair. Et bon, ça, comme on disait tout à l'heure, ça se répercute à plusieurs niveaux, c'est-à-dire même au niveau économique. Et bon, qu'est-ce qui va se passer? Ils disent aussi que il y a une certaine récupération, c'est-à-dire surtout par les Russes, en réalité c'est une sorte de médiatisation pour antagoniser par rapport à la question d'Ukraine et tout. Mais les Européens je me rappelle au mois d'octobre dernier, quand j'étais à Bruxelles pour une réunion au sein de l'UE, les gens ils se posaient la question pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement entre plusieurs pays africains et la Russie. Bon, d'abord, on a essayé de corriger cette perception. Il y a un rapprochement sécuritaire, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont besoin d'une assistance sécuritaire, ils ne l'ont pas obtenue auprès de l'Occident, auprès de leurs partenaires traditionnels, à cause des politiques de conditionnalité et des agendas de puissance. Parce que quand les puissances occidentales sont présentes dans un théâtre où il y a des problèmes et une instabilité, déjà ils sont en train d'exécuter leur propre agenda de puissance avant de lutter, par exemple, concrètement contre le terrorisme. On a vu ça de la part des troupes françaises et autres. Au Mali surtout. En Mali, où c'était vraiment très clair. Donc il y a cet aspect qui aussi est en train de changer. Ils disent pourquoi les gens se rapprochent des Russes. Les Africains répondent, ils disent parce qu'il y a du respect. Il y a du respect. Les Russes ne leur disent pas ce qu'il faut faire. Ils expriment peut-être aussi leurs besoins. C'est une politique gagnant-gagnant. Et voilà, ce n'est pas dans le même registre où, comme on disait tout à l'heure, qui est appliqué depuis la chute du mur de Berlin, qui est appliqué à l'Afrique et au Sud en général. Parlons un peu du dollar. Récemment, une réunion des BRICS, on parle d'échanges commerciaux avec les monnaies des membres des BRICS. La Chine qui a baissé sa dette américaine de 1500 milliards à 700 milliards seulement, c'est-à-dire que les bons de trésor américains détenus par la Chine, maintenant, ils sont descendus à 700 milliards seulement. Que va devenir le dollar?
En réalité, je pense qu'il y a une raison beaucoup plus profonde à tout ça. Le fait que les gens commencent à commercer en monnaie locale. Par exemple, par rapport à la Chine, des pays qui commencent à acheter en yuan et vice-versa. La Chine achète aussi en d'autres. Donc, la prédominance, c'est-à-dire du dollar en tant que monnaie, disons, globale, est en train de s'effriter un petit peu. Et surtout, quand on sait que certains experts disent qu'il y a plus de 3 000 milliards de dollars de trésorerie dans des sociétés privées, c'est-à-dire à travers le monde. Donc, que peuvent, au cas de chute des cours du dollar suite à ces échanges qui se font en monnaie locale, que peut-on faire de cet argent? Donc, soit on peut acheter avec cet argent chez un voisin qui veut bien m'accepter des dollars pour vous vendre tel ou tel bien ou tel service, soit les rapatrier, on s'attend à ce que cet argent soit rapatrié aux États-Unis par leurs propriétaires. Et là, aux États-Unis, que convient-il de faire? En tout cas, ça va créer une inflation terrible. Mais en tout cas, l'achat d'obligations est exclu. C'est pour ça que les Chinois sont déjà en train de se désengager. Ce n'est pas les seuls. Beaucoup de gens sont en train de... On préfère beaucoup plus acheter des actions ou investir dans l'immobilier américain dans, disons, une manière beaucoup plus stable qu'en cas de... Moins contraignante. Moins contraignante en cas de chute du dollar. Comme ça, on ne perdra pas beaucoup dans... Et l'influence de l'or là, qui est collecté massivement par des pays comme la Chine, comme la Russie, certains pays du Golfe, est-ce qu'il ne va pas influencer le cours du dollar? Absolument. Absolument, c'est inévitable. Donc, en plus de la conjoncture qu'on a brossée tout à l'heure, il y a aussi cet aspect, disons, économique et monétaire. Bien sûr, ce n'est pas des questions qui sont pour demain, mais il semble qu'il y a quelque chose qui s'est déjà enclenché. Certainement, il y a un point très important, c'est que les Américains ont légiféré, ont donné compétence à leurs propres tribunaux pour toutes les transactions qui se feraient en dollars. Alors, même si c'est en dehors des États-Unis. Bien sûr. Alors, si vous faites une transaction en dollars et que les États-Unis jugent que c'est une activité illégale ou inacceptable, ils ont le droit de vous juger chez eux. Donc ça a commencé, je crois, depuis déjà 2014. Bien avant ça, je me rappelle au Nigeria avec les Italiens, avant d'acheter beaucoup de sociétés françaises, ils ont fait la même chose pour démanteler un peu le tissu industriel de la France. Ils ont exercé des pressions, ils ont condamné des banques françaises qui commerçaient avec l'Iran. Beaucoup de sociétés chinoises, notamment ZTE et Huawei, à cause de leurs relations avec l'Iran. Donc, ce dollar qui donne le droit aux Américains de poursuivre sur la planète entière des personnes qui commercent en dollars, je crois que ça a créé un sentiment de rejet global dans le monde. Il y a aussi un autre aspect lié à cette réglementation qui dérange. C'est-à-dire, quand vous faites transaction en dollars, on cherche à vous soutirer de l'information. Oui. Qu'est-ce que vous avez acheté, à quel prix,
Donc, c'est une information. De toute façon, ils contrôlent le SWIFT. Voilà, c'est une information qui est utile pour leur propre économie, leur propre. Donc, c'est un tout, c'est-à-dire que, comme je vous disais, c'est une période où, à chaque fois, l'Occident sert un peu plus un tour de vis, c'est-à-dire règle les choses dans le système international. Voilà comment que vous devez vous comporter, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne peut pas, vous ne pouvez pas faire, même s'il s'agit de questions vraiment légitimes. Le 9 juin, c'est-à-dire il y a quelques jours, est fini l'accord conclu entre les États-Unis et l'Arabie saoudite concernant la vente en exclusivité pour le dollar. C'est-à-dire le pétrodollar est fini depuis le 9 juin. L'engagement de l'Arabie saoudite, on ne sait pas s'il va renouveler ou non, mais si l'Arabie saoudite cesse de vendre son pétrole avec le dollar, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est une hypothèse, je pense, à mon avis, qui est très peu probable que ça se fasse en ce moment précis. On a vu il y avait un rapprochement, c'est-à-dire entre l'Arabie saoudite et la Chine, mais l'environnement n'est pas encore propice à ce genre voilà, de rébellion ou de réaction brusque. Je pense que ça va continuer un peu comme à l'accoutumée. Ça ne viendra certainement pas de l'Arabie saoudite. Donc, ça viendra de qui? La Chine? Probablement, disons, de ce qu'on appelle actuellement les BRICS, mais pas d'une manière directe, parce que ces pays ont un narratif très positif. Quand vous leur demandez, ils disent, nous, notre objectif, ce n'est pas de briser le dollar. Donc, pour eux, c'est pouvoir exercer, faire commercer. Comme les Européens avec l'euro, par exemple. Voilà, commercer d'une manière beaucoup plus libre, qu'ils puissent répondre à leurs appréciations. Il y a des pays qui veulent émerger. À un certain moment, on se rend compte que les contraintes sont très importantes, que ça freine un petit peu les objectifs. Donc, ce n'est pas des gens qui ont affiché clairement, nous sommes voilà, contre le dollar, non, pas du tout. Merci. Donc, on va conclure avec le conflit de la Russie avec les États-Unis. Hier, il y a eu le retour du spectre nucléaire sur Cuba, les États-Unis qui donnent des armes aux Ukrainiens capables de frapper le sol russe. Ça va chercher où? Alors, justement, durant ce sommet du G7, il y a eu une proposition américaine de donner un prêt à l'Ukraine de 50 milliards de dollars. Bon, ce prêt va être remboursé sur les intérêts des avoirs russes qui sont gelés. Donc, il y a environ 300 milliards de dollars d'avoirs russes qui sont gelés en Europe, comme vous avez dit, très peu Il y a uniquement 5 milliards de dollars aux États-Unis. Le reste, c'est en Europe. Voilà. Donc, la proposition est passée et là, ça pose un problème juridique parce que quand on dit on gèle les avoirs, c'est supposé qu'on ne va pas toucher ni à cet argent, ni aux fruits qu'il peut produire. Parce que s'il commence à produire des fruits, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'argent n'est pas gelé, qu'il est placé quelque part. Et là,
on peut s'attendre dans les prochains jours à une réaction russe par rapport Avant de parler de la Russie, il faut comprendre que le plus gros des dépôts russes en Europe se trouve en Hollande. Et la Hollande n'était pas présente à cette session du G7. Comment va-t-on procéder? Est-ce qu'on va imposer à la Hollande de prendre l'argent russe et de le remettre aux Ukrainiens ou sinon, comment ça va se passer? C'est du certainement. banditisme politique pur et simple. Certainement. En tout cas, ce qui est intéressant pour les Ukrainiens actuellement, comme je le disais, nous, Algériens, nous avons une politique d'équidistance des deux pays. Le peuple ukrainien, c'est un peuple ami, le peuple russe, c'est la même chose. Et ces deux peuples qui sont frères entre eux, si ce n'est les interférences disons, occidentale et américaine, si on revient à une histoire un peu Ils ont récente, de toute façon une histoire commune. très riche. Donc, ce qui est intéressant actuellement pour l'Ukraine, c'est de disposer de cet argent. Ils ont obtenu des États-Unis plus que ça, environ 60 milliards de dollars. Mais c'est par rapport à la liberté d'acheter vraiment ce dont elle a besoin. Ce dont elle a besoin pour défendre et pour survivre aussi. Donc l'intérêt pour l'Ukraine, c'est surtout ça. Et que, malheureusement, au vu du droit, ça pose problème. C'est une première. Savoir comment la Russie va interpréter. Et c'est aussi une sonnette d'alarme pour les Chinois. En cas où il leur arrive de... Justement, dans ce sommet, il a été décidé de faire des sanctions sur un certain nombre de sociétés chinoises qui, selon eux, vendent du matériel qui permet à la Russie c'est-à-dire d'asseoir, disons, des microprocesseurs, de réaliser de progresser dans leur technologie militaire. Industrie militaire. En réalité, les Chinois vendent ça à tout le monde, pas uniquement aux Russes. Donc il s'agit de faire pression sur la Chine, parce que beaucoup de gens estiment beaucoup d'Occidentaux estiment que la Chine a un rôle à jouer. C'est-à-dire, c'est le seul pays qui est capable de faire pression sur la Russie, justement en la privant de composants essentiels qui lui permettraient de soutenir son effort. En conclusion, comment ça va finir cette crise entre les États-Unis et la Russie? Par le nucléaire? Je dirais bon, déjà économiquement, c'est tout au bénéfice des États-Unis. Et il y a eu ces derniers temps quelques signaux très faibles qui sont passés presque inaperçus par rapport justement à la guerre. On a vu que les Ukrainiens ont ciblé un radar russe qui n'avait rien à voir avec le conflit. Au contraire, c'est un radar qui est là pour voir, pour le contrôle des armements, s'il y a un missile stratégique qui est tiré, nucléaire. un missile nucléaire c'est dans ce cadre. Donc, c'était concomitant par rapport on sait que le Royaume-Uni, ça fait longtemps qu'il a autorisé l'Ukraine à utiliser son matériel militaire sur le territoire russe. Pareil pour les Polonais. Voilà, on a vu, mais les Américains sont restés toujours sur une optique vraiment défensive. Au début, ils étaient tout à fait contre, mais actuellement, on voit peut-être que c'est-à-dire l'Ukraine est en train d'assurer une certaine sous-traitance pour l'Occident, parce que à chaque fois, par rapport à ce conflit, et on voit de la part des Russes, c'est toujours brandissent
disons, leur capacité nucléaire, qu'il ne faut pas négliger ça et tout. Et donc actuellement, je pense qu'on est passé. Le deuxième, disons, événement qui est presque passé sous silence, c'est l'attaque qui a endommagé un Sukhoi 57, qui n'a vraiment rien à voir avec. C'est pas une question de défense qui n'a rien à voir avec le dispositif déployé en Ukraine ou pouvant, disons, servir en Ukraine. Donc, si on voit la qualité de ce choix de cible et dans l'intérêt de qui, là, on peut se poser la question. Aussi, l'accord qui a été conclu aujourd'hui, l'accord de sécurité qui a été conclu entre Américains et Ukrainiens, il s'agit de l'accord de défense, fourniture d'armement de munitions et fourniture aussi de renseignements. C'est-à-dire que les États-Unis, bon, tout le monde sait qu'ils fournissent du renseignement militaire aux Ukrainiens, mais que dorénavant, ça va être à outrance. Et ça s'est officialisé. Voilà. Et comme tout accord, forcément, les Américains auront un retour d'information pour tout ce que les Ukrainiens trouvent. Par exemple, lors de l'interrogation de prisonniers de guerre ou similaires, tout ce qui donne avantage certain aux États-Unis, si on voit l'équilibre entre, disons, Russie et Occident en matière nucléaire ou autre chose. Donc, en définitive, c'est l'escalade indéfiniment qui risque d'aller vers une guerre nucléaire, non? C'est pas, disons que chacun est en train d'essayer de se prémunir. C'est une éventualité, mais c'est une éventualité heureusement très faible pour le moment. On a vu surtout le comportement de la Russie vis-à-vis de ces questions. Les Américains aussi, ils ont affiché beaucoup de retenue, mais je vous ai dit que les deux signaux faibles qui sont pratiquement passés inaperçus, on voit ça peut-être comme une prouesse, mais le choix de la cible est aussi très important et à prendre en compte dans un conflit, surtout de cette taille. De cette ampleur et de cette technologie. On a rarement assisté à un conflit vraiment high-tech des deux côtés, vraiment innovateur, qui remet en cause, même militairement parlant. Suprématie américaine. Non, je veux dire, tactiquement et d'une manière opérationnelle, remet par exemple l'efficacité de l'arme blindée, donc, qui est depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est un changement de paradigme. Voilà, un changement de paradigme vraiment très important, très vulnérable aux drones. Et on a vu l'importance des mines. Alors que le monde entier s'est acheminé vers une sorte de suppression des mines antipersonnelles, etc. Donc, on a vu que, c'est-à-dire l'art de la guerre moderne est en train de se réécrire. Très bien. Merci, M. Bnazouz. Merci à vous, chers téléspectateurs. À bientôt.